Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Cette semaine, à l'émission Au cœur des lettres, nous rencontrons un auteur des Laurentides, M. Gérald Legal. Bonjour Gérald. Bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir ici et j'étais très intriguée par ce magnifique livre que vous nous avez présenté. En fait, je vous connais déjà depuis quelques années. Je vous ai vu courir dans les marchés extérieurs avec tous vos petits produits. Mais vous avez un parcours quand même assez diversifié. Alors, si je me fie à votre petite présentation biographique, vous avez été enseignant, agent de développement, pêcheur commercial, conférencier, co-animateur, finalement cette année, avec votre fille Ariane, à l'émission Coureur des Bois de Télé-Québec. Oui, mais il y a une constance dans tout ça, hein, vous savez. Il y a un fil qui tient tout ça ensemble et puis c'est vraiment un amour de l'environnement et puis aussi les communautés qui habitent ce grand pays que nous habitons. Alors, c'est toujours là. Peu importe le métier que j'ai fait, il y avait cet intérêt pour ce milieu et les gens qui l'habitent. C'est ça. Donc, ce livre qui s'appelle « Aventure sauvage, de la cueillette à l'assiette », finalement, ce n'est pas vos mémoires, mais c'est le fruit de votre récolte, de votre expérience sur le terrain, dans les bois, dans le vaste territoire du Québec. Alors, parlez-nous un petit peu, justement, vous nous aviez choisi une phrase un peu fétiche qui vous représente un petit peu, qui représente un petit peu l'essence de votre personne. Alors, vous nous aviez dit une phrase d'un sculpteur, je me souviens. Oui, bien, en fait, ça représente aussi un peu le livre, parce que les gens me posaient souvent la question, pourquoi tu donnes tous tes trucs, toutes tes belles recettes, puisque tu en fais quand même, tu as un commerce, et puis tu donnes les trucs de ce que tu fais en cuisine. Et puis, cette phrase d'un sculpteur québécois, dont j'oublie le nom, m'a toujours touché, parce que lui disait, celui pour qui le métier est rempli de secrets a bien peu de choses à dire. Et puis, moi, je suis du même avis, c'est-à-dire que quand on donne ces recettes-là ou on donne de soi-même, eh bien, les gens nous donnent en retour. Et puis, c'est tellement frappant dans ma vie, tout ça, parce que j'ai été épaulé à travers de toutes ces aventures-là par les gens qui m'entouraient, qui m'ont aidé à connaître ce métier-là, finalement. Alors, je retiens ça, c'est une belle leçon de vie. Ouais. Donc, vous avez un tempérament, on peut dire, un petit peu généreux. De partage, disons. Et puis, la générosité appelle la générosité. Et j'ai pas de doute là-dessus. Mais dites-moi, comment fait-on pour devenir un cueilleur de plantes sauvages au Québec? C'est quand même assez inusité comme métier, parce que ça fait plus de 20 ans que vous faites ça. Oui, et puis j'ai mis beaucoup de temps à assumer moi-même ce que je reconnais maintenant comme des qualités, finalement des forces, parce que j'ai beaucoup de faiblesses aussi. Comment ça, assumer? Bien, parce que j'ai grandi, moi aussi, dans un milieu... écoutez, on apprenait d'abord dans la religion catholique, donc il y a une certaine... il y a des règles, il y a des façons de se comporter, des façons de ne pas se comporter. Et puis aussi, quand j'ai grandi dans les années 50 au Manitoba, eh bien, il y avait une évolution qui se faisait, c'était l'après-guerre, on n'était pas riches. L'idée était qu'on se trouvait un bon job, qu'on tenait ce job-là assez longtemps pour devenir contremaître. Et puis, c'était un peu la philosophie du village dans lequel j'ai grandi. C'est ce que vous avez fait un petit peu en étant agent commercial ou agent de développement, c'est oui, ça? Le moins possible, en fait. Le moins possible. Mais ces expériences-là que j'ai faites m'ont aidé à reconnaître que j'étais plutôt un organisateur, un bâtisseur, un créateur, que quelqu'un qui prenait une entreprise ou une activité qui fonctionnait puis qui arrivait à bien le faire fonctionner. Moi, quand ça marche,
je veux partir. Oui. J'aime ça rassembler les gens, leur énergie, les fonds s'il le faut, écrire, penser à comment ça pourrait fonctionner. Oui. Ça, j'aime ça. Mais concrètement, comment on fait un jour, on décide, on s'en va dans le bois, on cueille des champignons, on va dans les prés, on cueille des quenouilles. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tradition. Il n'y a personne qui vous a appris ça, ou est-ce que vous avez été influencé par des gens? Parce que c'est quand même différent que d'aller chercher des produits au marché et puis de les apprêter d'une certaine façon. Vous êtes vraiment allé à la source même, puis chercher toutes ces plantes sauvages. Comment saviez-vous d'ailleurs qu'elles étaient comestibles? Et ça m'intrigue en fait. Oui, bien, je crois que je dois donner beaucoup de crédit à ma mère parce que très jeune, je cueillais avec ma mère. Et puis pourquoi je cueillais avec ma mère? Peut-être que je n'aimais même pas ça, je m'en souviens pas. Mais je me souviens qu'on était nombreux, les enfants. Et quoi qu'on avait beaucoup d'amour, de grand amour dans notre famille, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Ah. Alors, maman n'avait pas le temps qu'on s'assoie sur ses genoux. Alors, il fallait trouver des prétextes pour être avec elle si on voulait être avec elle. Puis moi, je m'entendais très bien avec ma mère. Puis elle aussi m'aimait beaucoup. On m'accusait d'être le favori dans la famille. Hein. Ah. Et puis maman aimait la cueillette. Puis moi, quand je l'accompagnais, mes frères et sœurs ne nous accompagnaient pas. Alors, je l'avais à moi tout seul. Ah. Alors, je pense que c'est là que la graine a été semée, que j'ai commencé à vraiment aimer ce genre de métier-là. Puis ça ne m'a jamais lâché. Et puis, même si j'ai fait ça toute ma vie comme passe-temps, j'ai dû un peu me découvrir moi-même pour dire, pour être capable de me dire, oui, il y aurait peut-être quelque chose à faire. C'est vrai que ça n'existe pas. Ça existait parce que c'était une façon et de survivre et de suppléer aux choses de la ferme, quoi. Mais moi, j'ai décidé d'en faire un commerce. Et puis, rien n'avait de sens là-dedans parce que je n'avais pas vraiment d'expérience en marketing. La cuisine, j'aimais beaucoup, mais je connaissais rien des rigueurs d'une cuisine commerciale. Ce que j'aimais, c'était les bois. Puis je me disais, c'est sûr que tout le monde va en vouloir. Mais alors, votre mère, en fait, si je comprends bien, c'est parce que vous étiez... c'est de la précarité qu'est né le désir d'aller faire de la cueillette pour s'alimenter, quoi, finalement. Oui, bien, c'est ce qu'on faisait chez nous. On avait quand même une ferme avec un très, très grand jardin. Mais ce geste qu'on pose de mettre la main sur un fruit ou un légume, puis de le porter à la bouche, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Oui. Et puis, ça m'a toujours attiré. Alors, c'est pas que les fruits et les légumes, mais j'ai fait la chasse, la pêche pendant de longues, longues années. J'ai toujours aimé me nourrir directement de mon environnement. Oui. Et puis, je l'ai pratiqué comme loisir pendant des dizaines et des dizaines d'années, avant même de considérer que je pourrais en faire une entreprise. Ça. Ici, dans ce livre, il y a plus de 80 plantes sauvages. C'est quand même beaucoup. Habituellement, on parle des champignons au Québec, tout le monde connaît ça. Mais ici, 80 plantes. Est-ce que votre mère cueillait autant de plantes ou est-ce que c'est vous qui les avez découvertes Oui, non. Chez nous, c'était surtout les fraises, les prunes sauvages, les choses qu'on connaît finalement. Mais comme je disais tantôt, la graine a été semée et puis j'ai gardé l'œil et l'oreille ouverte à tout ce qui pouvait se présenter par la suite. Et puis, bon, ça m'a mis en contact avec les peuples autochtones, entre autres, qui ont ajouté à mon répertoire, si vous voulez. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai parlé à des botanistes. Quand j'allais à l'université, évidemment, j'allais jouer dans ce coin-là, la botanique, la biologie, tout ça. Alors, c'est un cumulatif, finalement. En même temps, je dois dire que les connaissances sont là. Ils ne sont pas nécessairement rassemblés de cette façon-là, mais ils sont là depuis toujours. Et puis, ils étaient là beaucoup plus présents dans les années 30, 40, 50 et 60. Moi, je crois que c'est avec l'arrivée des magasins de grande surface et tout ça qu'on a perdu un peu le goût d'aller chercher des choses en forêt. Puis on a eu une vingtaine, trentaine d'années, peut-être une ou deux générations, où il semblerait qu'il n'existait presque plus rien. Et puis, si je prends crédit pour quelque chose, ça serait de dire que j'ai remis sur la table quelque chose qui avait été peut-être un peu oublié, et puis j'ai essayé de le faire d'une façon à ce que ça soit un produit, mais très fin. Donc, dans les pires circonstances, dans un marécage, aller chercher des cœurs de quenouilles dans la boue, dans les insectes, et puis servir ça sur les meilleures tables du monde, en Europe, aux États-Unis, ici au Québec. Il faut vraiment être un amoureux inconditionnel de la nature pour faire ça. Oui, absolument. Parce que vous avez quelques anecdotes dans ce livre. En fait, la particularité du livre, c'est que non seulement vous apprenez au lecteur à reconnaître les plantes,
comment les cueillir, et après ça, vous donner des recettes qui sont quand même assez simples. Moi, je vous inviterais à lire peut-être un petit passage, une anecdote pour le bénéfice de nos téléspectateurs, juste pour les mettre un petit peu dans l'ambiance de la diversité en fait du contenu du livre. C'est pas seulement une histoire. Pour quelqu'un qui aimerait aller dans la nature et qui ne connaît absolument rien aux légumes, tu sais, pour pouvoir les reconnaître, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, avec plaisir, un petit paragraphe qui parle peut-être un peu de la genèse, d'où vient tout ça. Alors voilà. Enfant, j'accompagnais ma mère dans les champs et les bois entourant la maison au sud de Winnipeg. Là, suivant le cours des saisons, nous récoltions fraises des champs, petites poires, cerises à grappes ou pimbina. Nos gestes étaient anciens comme l'humanité, répétitifs, gestes de survivance. Mis à part nos vêtements, nous aurions pu être des cueilleurs du Moyen Âge ou de l'Antiquité, penchés que nous étions vers le sol, entourés de fleurs et d'oiseaux, concentrés à notre tâche. Seul comptait le fruit au bout du doigt et le prochain visible du coin de l'œil. Puis ça, c'est le début de tout. Mais il y a une anecdote ici qui me... Ouais. En fait, quand vous lisez ça, on est vraiment transporté dans un univers qui est comme d'un autre temps. Hein. C'est presque le cas. Finalement, on est très, 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 très loin de la nature lorsqu'on va acheter, même dans des marchés du terroir, des légumes frais, biologiques et tout. C'est vrai qu'on est un petit peu paresseux, finalement. On a perdu, à part la cueillette de fraises et de framboises, on a perdu toute connaissance de ce que la nature nous offre. On le retrouve avec ça, et puis je pense qu'on découvre que nos aliments ne sont pas dans un bac en styromousse et enveloppés de plastique à l'origine. Ils viennent de quelque part. Tout ce qu'on mange vient de quelque part. Alors, on est très loin des fermes, par exemple, qui produisent notre alimentation. Et puis, je crois que quand les gens retournent en forêt, puis avec un livre comme celui-là, ils peuvent s'adonner à une activité qui est vraiment très, très plaisante, remplie de découvertes, de gastronomie à part ça. Bien, ils vont aussi retrouver un peu la source de l'alimentation qu'on a, notre alimentation quotidienne. Vous avez dit quelque chose d'important en gastronomie, parce que comme je le connais depuis quelques années, je vous ai vu souvent à des bancs d'essai avec les chefs, à l'école hôtelière. Et je me demandais toujours, je me suis dit, mais finalement, ils travaillent vraiment en collaboration avec des chefs. Donc, j'imagine que c'est à leur contact que vous avez été à même de développer des recettes, parce que vous parliez de recettes quand même assez fines, avec des produits très, très bruts de la terre. Oui, et puis en même temps, même si je fais de la transformation des plantes, j'essaie de les transformer le moins possible. J'essaie d'assurer une stabilité à la plante pour qu'elle puisse bien voyager ou bien se garder pendant un certain temps. Mais le goût que j'ai en forêt, quand il m'intrigue, puis que je ne sais pas quoi faire avec, eh bien, c'est ce que je fais. Je le transporte à la maison, je le nettoie, je l'apporte chez un chef, je lui demande de jouer avec, oui, c'est ça, de jouer, de jouer avec, et puis de me laisser savoir qu'est-ce qu'il en pense. Et puis souvent, les découvertes, ce qu'ils font avec les produits, parce que ce sont des professionnels, ce qu'ils font avec les produits dépasse l'entendement, quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Est-ce que vous nous donnez quelques exemples de plantes, justement, à les nommer? Parce que, je pense à une qui est assez simple, parce que j'ai une longue histoire, moi, avec le bouleau. Et le bouleau. C'est une plante qu'on mange, le bouleau? C'est un arbre. Et puis, moi, je sais depuis très, très longtemps qu'on peut utiliser la sève à toutes sortes de fins. Alors, très jeune, j'ai fait une bière avec le bouleau. J'avais 18-19 ans, même pas d'âge légal encore. Et on saura tout! J'ai fait une bière et puis, écoutez, c'était pas buvable, là, même si je l'ai bu avec mes amis. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Vous avez fait des expériences? Ah oui, depuis très, très, très longtemps. C'était pas dangereux, un peu? Mais j'ai jamais fait une expérience sans savoir que c'était comestible. On va toujours chercher l'information. Il y a quelqu'un qui le sait. C'est ça, hein? Il y a des, dans les villages, dans les régions où j'ai vécu, moi, puis j'ai vécu un peu partout, dans les petits villages, il y a une personne âgée qui dit « oui, on faisait ça ». Puis, alors, j'essaie de vérifier dans la littérature, c'est pas toujours possible. Puis donc, on peut lire et on peut cueillir en toute sécurité. Hein? Oh, absolument, c'est tout bien vérifié. Alors, une deuxième expérience avec le bouleau, c'était sur un terrain de trappe. Et puis, je piégeais le lièvre avec un appât de bouleau, mais sur ce terrain-là, il n'y avait pas de bouleau. Alors, au cours de l'été, j'ai pris de la sève de bouleau que j'ai concentrée, me disant... Au cours de l'été? Au cours de l'été, au printemps plutôt. C'est ça, oui. J'ai pris de la sève de bouleau que j'ai concentrée, me disant, l'hiver venu, quand je vais piéger le lièvre, il va sentir cette sève extraordinaire, puis il va venir. Ça n'a pas marché. Ah bon? Et les années ont passé, puis je me suis souvenu de ces expériences-là.
Alors, j'ai fait du sirop de bouleau une première fois, il y a à peu près 12 ans de ça. Ouais. Quand j'ai goûté, je n'ai pas été impressionné encore. Alors, c'était un troisième échec, sauf que l'entreprise existait, puis j'avais beaucoup de monde dans le monde de la gastronomie, des chefs, qui, eux, auraient pu peut-être décider qu'il y avait une certaine valeur là. Alors, je l'ai apporté, j'ai apporté ma petite bouteille. J'ai dit, écoute, c'est pas très bon, là, mais dis-moi ce que tu en penses. Puis tout de suite, il a dit, mais non, Gérard, mais ton erreur, tu penses que c'est du sirop d'érable, tu vas mettre ça sur les crêpes, sur la crème glacée. C'est un condiment, pense à la vanille. Ah oui. Bois une cuillerée de vanille, tu vas la recracher. C'était une essence plus parfumée. Voilà. Finalement. Alors, il s'en sert comme un condiment avec les fruits de mer, les pétoncles. Et puis, le livre est plein d'histoires de même. C'est-à-dire que moi, je trouve que la contribution la plus importante ici, c'est ça, c'est les trucs de cueillette, les astuces, le calendrier de cueillette et tout Oui. ça. Parce qu'on a de très bons livres d'identification au Québec. Et puis, on a aussi de très, très bons livres de recettes. Puis, même si je donne un peu des deux, identification et recettes, ce qu'il y a entre les deux, donc de la cueillette à l'assiette, le titre le dit bien, il y a presque rien au Québec. Alors, quand les gens venaient me voir dans mes salons, dans mes marchés, puis ils disaient, mais Gérald, j'ai essayé les cœurs de quenouille, c'était fibreux. Ou j'ai mangé de la sclépiade, c'était amer. On dit pourquoi. On dit quand le cueillir, comment le manutentionner, l'apprêter pour qu'on le laisse sur la table, mais qu'il soit... Dans le fond, vous avez répondu un petit peu à la demande, je dirais, des gens qui osaient aller cueillir des plantes et puis ne savaient pas comment les apprêter. Et une bonne partie du livre, répond... c'est ça. Hein? J'ai remis ensemble et puis colligé et rédigé des notes que je prenais depuis une vingtaine d'années. Et comment vous vous êtes senti dans ce nouveau rôle d'écrivain, justement? Bien, c'est pas nouveau pour moi d'écrire parce que, non, c'est votre premier livre. C'est mon premier livre, par contre. Mais j'ai toujours aimé écrire, j'aime beaucoup, beaucoup la lecture. Vous savez, on a tellement de bons livres aussi. Moi, après que j'ai fait un 10-15 pages, peut-être un peu plus même, je vais donner une chance à l'auteur, une vingtaine de pages. Oui. Écoutez, s'il n'y a pas de contenu, puis il n'y a pas de style, on laisse tomber, on va chercher un autre livre. Il y en a beaucoup quand même, des bons écrivains. Quels sont les auteurs que vous aimez? Ah, mais là, il y en a beaucoup, et puis ça dépend des étapes de ma vie aussi. C'est ça, disons les livres qui vous ont marqué peut-être à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bien, c'est sûr qu'au niveau des plantes, puisqu'on parle de ça à ce moment-là... Vous êtes un inconditionnel de la nature. Ben, on a eu un gourou dans les années 70 qui s'appelait Euell Gibbons, il a été traduit dans plusieurs langues, et puis lui, ce qu'il a fait, c'est que finalement, il a dit qu'en se promenant, on pouvait... oui, écouter les oiseaux et puis se mettre les pieds dans un ruisseau frais, mais on pouvait aussi rapporter un bon repas à la maison. Puis il le fait d'une façon tellement sympathique, tellement simple, qu'on est des milliers, peut-être je ne sais pas, des dizaines, des centaines de milliers à l'avoir suivi. Puis il a fait toute une série de livres par la suite qui parlent de ça. Mais par contre... mais autre les livres de nature, est-ce que vous avez sans parler spécifiquement, ben oui, il y a un auteur, il y a Russell Banks que j'aime beaucoup parce que c'est la façon dont il parle de relations entre les êtres humains est très, très touchante. Et puis, c'est un fin psychologue. Il comprend bien les motivations des gens, il comprend bien les conflits que les gens ont. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, peut-être depuis une dizaine d'années, sans nommer un seul auteur, j'aime beaucoup quand on parle de la vie, la raison d'être de la vie et de la mort. J'aime beaucoup quand les auteurs abordent ce sujet-là parce qu'ils le font de tellement de façons différentes. Il y en a qui en ont très peur puis qui le disent à haute voix ou en noir et blanc plutôt. Et puis d'autres, sans ridiculiser le sujet, le font avec beaucoup de calme et beaucoup de... Mais c'est clair que c'est préoccupant pour beaucoup, beaucoup d'auteurs, ça. Les auteurs sont des gens qui se questionnent beaucoup, qui se doutent aussi, c'est sain le doute. Et puis la mort, ben, c'est la grande question de nos vies. Oui, c'est ça. Puis, ça fait partie de nos vies. L'inévitable. Est-ce que ça vous fait peur? Non, je pense pas. Non. Mais j'y pense beaucoup, par contre. Oui. Mais on entend souvent les gens dire qu'ils vont se ressourcer dans la nature. Alors, vous qui êtes un homme de nature, j'imagine que ça va vous apporter une richesse assez grande quand même. Mais je l'ai beaucoup côtoyé, la mort dans la nature. J'ai pas fait la guerre, j'ai pas fait ces choses-là. J'ai pas souffert ces atroces événements qu'on entend dans les nouvelles. Mais dans la nature, la mort est tellement omniprésente.
ce soit au niveau des insectes, des oiseaux, des plantes. Les cycles sont éternellement renouvelés. On y voit une beauté. Je pense que j'en fais partie. Puis je pense que ça m'apporte une certaine sérénité. D'ailleurs, quand les choses vont moins bien dans ma vie, quel est mon réflexe? Aller dans la nature. C'est ça. Oui. Des fois faire un jeûne, des fois juste me recueillir, être seul. C'est important d'être seul avec moi-même. Et puis, je ne sais pas, je trouve autour de moi tout ce qui m'apporte du calme, la sérénité, une paix, puis je peux retourner dans la vraie vie, quoi. Alors, j'ai besoin de ces moments-là, m'échapper vers ma solitude, ma propre personne, d'y faire face, parce que c'est pas toujours facile, ça non plus. Et puis, je pense que c'est une grosse partie de ce qui sort du livre aussi, une bonne partie, en tout cas. Oui, c'est un côté très, très intime dans la cueillette, là, en fait, dans le fait. Et le côté pratique, c'est que vous allez même jusqu'à faire des recommandations, comment avoir un bon sac à dos, quels sont les outils qu'il faut prendre, comment s'y prendre, où marcher ou pas marcher. Avez-vous des anecdotes, là, assez drôles, qui vous sont arrivées quand vous vouliez aller à la chasse aux plantes sauvages? Il y en a une que je raconte là-dedans, d'une partie de chasse au chevreuil, par exemple, et puis on était sur un genre de d'isthme, et puis on devait se rencontrer vers midi. 4 chasseurs, et puis c'était la chasse à l'affût, donc la plus difficile. Et puis moi, je me suis arrêté pour ma collation, et puis je l'avais oublié, quoi. J'avais vraiment faim. Alors, c'est ça, j'ai vu des écureuils roux passer, puis j'en ai abattu 2, puis j'ai fait un feu, puis les gars ont pensé que j'avais abattu un chevreuil, puis ils sont venus me retrouver, puis j'étais là en train de rôtir mes 2 écureuils devant un feu, tu sais. Alors, des choses comme ça... Le criminel du coin! C'est vrai, absolument. Mais c'était il y a très, très longtemps, puis j'aurais fait des choses très différemment aujourd'hui, parce que ce que je savais dans ce temps-là, ce que je sais aujourd'hui, mon Dieu, il y a un monde, là. Alors, vous avez appris beaucoup de toutes ces années de pérégrination. Oui, puis je l'ai fait avec diligence, puis avec assiduité. J'ai cherché à découvrir ce monde-là. Je me suis mis dans des situations, volontairement, dans des situations très, très difficiles par bout. Au début, des courtes périodes, après un bout de temps, bon, 1 mois à la fois, au mois de janvier. Qu'est-ce que vous voulez dire par des situations difficiles? C'est-à-dire aller avec un minimum d'outils et d'habillement, puis aller vivre en forêt pendant 1 mois, demander au pilote de nous déposer sur un lac et puis revenir dans 30 jours. Ça, c'est un peu comme celui qui escalade les montagnes. Hein? C'est un peu avec son pic et puis voilà. Mais je me disais que j'apprendrais plus vite. C'est une véritable confrontation. Hein? Puis c'est difficile par bout. C'est difficile pas seulement Qu'est-ce qui est difficile? Je pense qu'on passe tout notre temps à se garder au chaud puis à s'alimenter, c'est clair. On ne fait rien d'autre. On ne fait rien d'autre. Mais moralement, c'est très difficile par bout parce que c'est aussi pour ça que je prenais l'avion, parce qu'il n'y avait pas de retour possible. Il fallait que je prenne mon moi. C'était un peu une façon de me dire, Gérald, tu vas connaître ça d'une façon ou d'une autre. Là. Ça va être quelque chose de bien, quelque chose de difficile, peu importe, tu vas l'essayer. Tu as la capacité de le faire maintenant, donc essaie-le. Alors, ce qui se passe, je crois, c'est qu'il y a des moments de très grande joie quand quelque chose qu'on prépare depuis très, très longtemps. Je ne sais pas, ça peut être une scène pour capturer un poisson, et puis finalement, ça fonctionne, mais ça fait peut-être 1 semaine qu'on travaille dessus. Mais quand on a ce poisson-là, peu importe ce que c'est qu'on a piégé, mais on peut le manger. C'est une grande victoire. Tu sais, sur on se remet un petit peu dans un contexte différent que de simplement aller acheter des choses. Voilà, puis il n'y a pas de retour, parce que c'est vrai que le camping, c'est plaisant, mais c'est aussi se permettre le 3-4 jours d'inconfort, des fois avec notre sac de couchage, puis notre lanterne au propane. Puis... Non, mais en même temps, c'est les premiers pas qu'on fait sur le camping. Puis c'est très, très plaisant à faire du camping. J'aime toujours ça, moi. C'est ça. Je rassure tout de suite les gens qui vont lire ce livre. On n'a pas besoin de s'isoler dans le Grand Nord pour aller faire la cueillette. C'est quand même très accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est ça la beauté de l'affaire, c'est de reconquérir un petit peu notre espace naturel. Ah oui, écoutez, à Saint-Adèle... Parce que vous parlez des boutons de marguerite, ça c'est dans notre jardin. On n'a pas besoin de prendre le canot nécessairement pour aller très très loin pour apprêter des choses que l'on a à portée de main. En fait. À Saint-Adèle, il n'y a plus d'herbicides, plus de pesticides depuis quelques années maintenant. Et puis moi, j'ai fait le recensement dans ma cour, j'ai 32 plantes comestibles. 32 plantes dans votre cour? 32 plantes comestibles. Alors, il m'arrive assez souvent de servir un repas, puis je vais descendre avec les invités dans la cour, on cueille notre salade, ou on cueille l'épinard, mais la plante sauvage qui va aller dans l'omelette. C'est alléchant, c'est alléchant, c'est alléchant.
Vous m'avez parlé tout à l'heure que vous aimiez ça, l'art. Est-ce que vous connaissez des artistes ici dans les Laurentides, peut-être? Je ne connais pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Je connais pas beaucoup des artistes dans les Laurentides, puis il y a plusieurs raisons pour ça, mais vous savez, mon travail, c'est aussi un travail de création. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes un artiste dans l'âme. Et puis, tellement que peut-être hyperactif aussi. Alors, je suis très actif dans plusieurs domaines. Et puis, souvent, je vis un peu en vase clos à cause de ça, avec mon monde, bien sûr, le monde que je côtoie dans ce métier-là. Par contre, un bon concert, musique classique, musique moderne, danse, théâtre, cinéma. C'est assez paradoxal pour un homme des bois, hein? Ah, mais tout ça, j'aime ça. Moi, et ça a été longtemps, de toute façon, une espèce de dichotomie en moi. Moi, je voulais un pied à terre en plein dans le centre-ville de Montréal, et puis un chalet à la baie James. Ça nous rassure. Écoutez, je pense qu'on aurait vraiment envie de lire ce livre. C'est intéressant de mieux vous connaître un petit peu aussi. Et puis, en rafale, comme ça, j'ai quelques petites questions. Quel est le pays ou le coin de pays que vous aimez? Difficile. Il y a trop de beaux coins au Québec. Sainte-Adèle, mais j'aime beaucoup le Kamouraska. Kamouraska, oui. Les Grandes Plaines et tout ça. Avez-vous un cauchemar, vous, une peur terrible? Perte d'un enfant. Oui, j'imagine. Puis votre plus grand bonheur ou votre désir, votre projet? Bien, de travailler dans ce domaine-là avec d'autres. Alors, je signe et je persiste dans mon domaine. J'aime ça, la nature. Je veux continuer ça. Je veux faire de la formation, je veux faire de la sensibilisation. Je veux que le public québécois sache que nous avons une ressource extraordinaire derrière nous, qui est durable. On a des communautés qui se meurent, surtout en arrière, avec la crise forestière. Dans certains coins, c'est les mines aussi qui ferment. Et puis, c'est pas la réponse, mais c'est une réponse à l'occupation du territoire, quoi. On a des villages qui perdent leurs jeunes. Et puis, de plus en plus, maintenant, il y a des centaines de cueilleurs partout au Québec. Moi, je veux travailler à ça. Je veux créer une industrie des produits forestiers au Québec. OK, bien écoutez, c'est tout un programme. C'est tout un programme, c'est merveilleux. On va vous lire. Donc, je rappelle, c'est Aventures sauvages, de la cueillette à l'assiette, publié chez Marcel Broquet, la nouvelle édition. C'est disponible dans toute bonne librairie. Et ne manquez pas non plus l'émission Coureurs des bois à Télé-Québec, toute une deuxième série qui s'en vient. C'est vraiment très intéressant, avec votre fille Ariane, d'ailleurs. Oui. Donc, moi, je vous invite à cette double randonnée que propose Gérald Legal. Une lecture dans votre salon et une découverte dans les plaines ou dans les forêts. Des savoureuses plantes comestibles. Comment les reconnaître, comment les cueillir et comment surtout les savourer. Merci. Merci, Gérald. Merci, Rosette. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec, se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Moi et Jérémy, on a tous les deux une jambe artificielle pour aller dans l'eau. On fait partie des amputés de guerre. Pour vivre pleinement sa vie d'enfant. Les amputés de guerre. Tu sais, l'autre fois, on parlait d'épargne. Ben, j'ai pris une bonne décision. Quoi? J'ai décidé de mettre de l'argent de côté Ah, là, je suis contente. Je me sens en confiance. C'est mon frère qui m'a suggéré d'appeler à... C'est tellement simple. Tu devrais les appeler, toi aussi. C'est quoi encore le nom? Le nom le dit. Épargne Placement Québec. Vos économies garanties à 100 %.